Du 23 mai au 26 mai, les électeurs européens étaient appelés aux urnes. On en discute aujourd'hui dans la chronique d'actualité internationale avec Benoît Lapierre, politologue. Benoît, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Comment fonctionne exactement une élection européenne? Une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne, il y a 3 grands organes qui la composent. Il y a le Parlement européen, qu'on va parler aujourd'hui. Il y a la Commission européenne. Et il y a le Conseil de l'Union européenne, que ça, c'est le conseil où tous les premiers ministres ou les dirigeants de chacun des pays discutent ensemble. À propos du Parlement européen, sa tâche, c'est de voter les lois et voter les budgets. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas eux qui présentent les lois. Ils votent oui ou non sur une loi, mais ils peuvent pas arriver avec on a un projet de loi, on aimerait ça le faire voter. Ça, c'est la Commission européenne qui décide les lois, de quoi qu'est-ce qu'on va discuter. Les élections européennes, il y a 28 pays qui se présentent pour faire élire 751 députés pour 5 ans. Comment on distribue le nombre de sièges? C'est selon la population des pays. Les plus grands pays, comme l'Allemagne, a 96 députés à faire voter, la France 74, l'Italie 73, pareil comme le Royaume-Uni. Ensuite, il y a l'Espagne et la Pologne avec environ 50. Et les plus petits pays de l'Union européenne ont au moins minimum 6 députés. Ce mode de représentation-là fait que les petits pays sont beaucoup plus représentés. Juste pour faire, j'ai fait un petit calcul aujourd'hui pour savoir environ combien vaut un député. En Allemagne, un député représente 854 000 Allemands, tandis que l'île de Malte, qui a 400 000 habitants et 6 députés, ça fait qu'un député représente 65 000 électeurs. L'Union européenne ne décide pas comment que les élections se font dans chacun des pays. Les seules directives qu'elle donne, c'est que ce soit un suffrage universel direct, donc que tout le monde peut voter, et que le scrutin soit proportionnel, plurinominal et réparti selon la méthode de Homs pour les puristes. Le système proportionnel a des avantages et des inconvénients. Un des avantages, c'est que c'est un système qui permet de refléter davantage le choix populaire. Pour faire une règle simple, c'est tu as 30% des votes, tu as 30% des députés. Le système est plus représentatif, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir une majorité. Et finalement, pour les élections qui nous intéressent, c'est le meilleur taux de participation depuis 1994. Il y a eu 50,9% des gens, des Européens, qui ont été votés. Et dis-moi, on va se concentrer sur la France. Quels sont leurs résultats? Chose intéressante avec la France, c'est qu'il y avait 34 listes. Les Français pouvaient voter pour 34 choix de listes différentes. Ça va de l'extrême droite, centre, gauche, extrême gauche. Il y avait les écologistes, les communistes, les féministes, animalistes, royalistes et même un parti pirate. Là-dessus, il fallait avoir au moins 5% pour envoyer des députés à l'Union européenne. Il y a eu 6 partis qui ont réussi à atteindre cette marge de 5%. Les premiers, c'est le Rassemblement national avec 23,3% des votes qui vont envoyer 22 députés à l'Union européenne. Il y a le parti Renaissance. Ça, c'est le parti en marche d'Emmanuel Macron, fini deuxième avec 22,4% et envoie 21 députés. Ensuite, la grosse surprise, c'est que les Verts ont fait une percée avec 13,5%. Et ensuite, les partis républicains, le Parti socialiste et la France insoumise aussi ont réussi à atteindre le seuil de 5%. Quelque chose qui serait intéressant de noter, c'est que le Parti socialiste a fini juste avec 6,2% des votes. Il faut dire qu'il y a 2 ans, c'était eux qui étaient majoritaires au Parlement français et même que le président français était un socialiste. Je voudrais peut-être dire un mot pour le Royaume-Uni. Il y en a peut-être qui se sont demandé pourquoi le Royaume-Uni était là tandis que les procédures de Brexit sont en cours. C'est que c'est justement, les procédures sont pas finies. Il fallait que le Royaume-Uni soit représenté tant qu'elle soit pas sortie de l'Union européenne. C'est le parti du Brexit avec Nigel Farage qui est arrivé largement en tête avec plus de 30% des voix et le parti de Theresa May, l'ancienne première ministre du Royaume-Uni, a eu vraiment une débâcle et elle a fini avec 8,8% des votes, à peine 4 députés. Et un petit mot pour l'Allemagne, vu que c'est quand même un gros morceau, c'est le parti d'Angela Merkel qui a fini première avec 29% des votes. Et les Verts sont arrivés deuxième dans ce pays-là avec un gros 20% des votes. Donc, je pense que l'Allemagne a créé beaucoup de surprises. Et aussi, je voudrais savoir, côté échelle européenne, ça ressemble à quoi les résultats? Justement, vu qu'on votait par pays, après ça, chacun des députés qui se faisait élire, un coup élu, les députés de chacun des pays forment des grands blocs avec des idées communes pour pouvoir faciliter les débats, faciliter le travail des députations. Une des grosses surprises avec la mouture 2019 de l'Assemblée européenne, c'est que l'alliance naturelle entre le centre-droit du PPE, le Parti populaire européen, et le centre-gauche, les sociaux-démocrates, ont plus la majorité absolue au Parlement. On parle d'un recul pour le Parti populaire européen de 40 sièges, pour le Parti social-démocrate, moins 45 sièges. Ça fait que maintenant, le deuxième groupe
le plus important au Parlement européen, c'est rendu les groupes d'extrême droite. Les groupes d'extrême droite, il y en a 3 sous-groupes. Donc, les conservateurs et réformistes européens, qui ont eu 59 députés à l'échelle de l'Europe. Eux sont beaucoup populaires en Pologne et dans le reste de l'Europe de l'Est. Il y a le Parti Europe de la liberté et de la démocratie directe, le FDDE, qui a eu 54 députés. C'est le parti de Nigel Farage au Royaume-Uni, ainsi que le mouvement 5 étoiles en Italie. Et finalement, le dernier parti qualifié d'extrême droite, c'est l'Europe des nations et des libertés, qui a eu 58 députés. Ça, c'est le parti de Marine Le Pen et de Matteo Salvini. L'extrême droite est arrivée première en France, en Italie, Royaume-Uni, Hongrie. Il y a eu des bons scores en Autriche et en Suède. Pour les autres surprises, il y a eu les écologistes qui ont fait une autre percée au niveau européen et qui finissent les élections avec 69 députés, plus 14. Ils ont eu des bons scores en France, en Allemagne, en Finlande. Et finalement, la dernière grosse surprise qu'il y a eu, c'est l'Alliance du centre. C'est l'Alliance des démocrates et des libéraux européens qui ont fini avec 109 députés, plus 40. Donc ça, eux, c'était le parti d'Emmanuel Macron qui est qualifié de centriste. Et s'il n'y a pas de groupe majoritaire, quelles sont les alliances qui sont possibles? Oui, en effet, si vous avez fait le calcul, il faut avoir 376 députés sur 751 pour avoir la majorité absolue. Ça n'a jamais arrivé. En 40 ans, il y a tout le temps eu des alliances. Normalement, il y a tout le temps eu l'alliance entre le centre-droit, le PPE, et le Parti socialiste faisait une majorité absolue et ils trouvaient un compromis justement au centre. C'est la première fois en 40 ans que c'est pas eux qui ont la balance du pouvoir, si on pourrait dire ainsi. Ils vont être obligés de trouver un autre allié. L'allié naturel qu'ils pourraient trouver, ce serait avec l'Alliance des démocrates et des libéraux de l'Europe, qui ont 109 députés. Ce serait assez pour faire une majorité. Dans un autre cas, ils pourraient aussi faire une alliance avec les Verts et ce serait assez pour avoir une majorité absolue. L'autre alliance possible, ce serait l'extrême droite, mais c'est très peu probable parce que le nombre de députés qu'ils ont, 171, c'est vraiment loin de la majorité. Il faudrait qu'ils se trouvent un autre groupe parlementaire aussi gros, sinon plus gros qu'eux, pour pouvoir espérer avoir la majorité au Parlement. Une alliance avec le centre-droit est très peu probable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? C'est vraiment juste une alliance encore plus grande entre le centre-gauche, le centre et le centre-droit. Donc, c'est des élections qui ont été quand même assez intéressantes. Benoît Lapierre, politologue, merci beaucoup. Merci à vous.